téléspectateurs fidèles de la RTNK, vous êtes encore une fois les bienvenus à suivre votre nouveau numéro de l'émission Jeunes Débatteurs. Aujourd'hui, dans Jeunes Débatteurs, nous allons devoir parler du rajeunissement de la classe politique congolaise. Cette émission vous est présentée par Honoré Biumani Nchombo. Il n'est pas seul dans ce studio, il est avec quelques invités qui vont devoir décortiquer avec nous cette thématique. Et aujourd'hui, le sujet c'est le rajeunissement de la classe politique congolaise actuelle, une nécessité pour le développement durable de la RDC. C'est autour de ce sujet que nous allons devoir donner nos analyses et nos propositions. Chers téléspectateurs, permettez de découvrir les invités ici déjà présents. Bonjour, bonjour Monsieur Aimé Lunga. Je rappelle que vous êtes membre du Jeune Espoir ASBL. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. C'est quoi Jeune Espoir, si les téléspectateurs peuvent retenir quelque chose? Jeune Espoir, c'est une organisation des jeunes de la ville de Bukavu qui promet l'autonomisation de la jeunesse, la prise en charge de la jeunesse et l'implication de la jeunesse dans l'évolution de notre société. Est-ce que Jeune Espoir œuvre seulement à Bukavu? C'est dans toute la province, du site qui vous en dehors même de la province? L'organisation Jeune Espoir est une organisation à vocation nationale, mais pour l'instant, toutes les activités sont concentrées dans la ville de Bukavu. Nous avons déjà réalisé quelques démarches pour nous implanter ailleurs que dans la ville de Bukavu. Et ces démarches seront poursuivies dans les années à venir, mais pour l'instant, nous sommes principalement à Bukavu. Merci beaucoup, Monsieur Aimé Ilunga, et bienvenue encore une fois dans ce studio. Merci d'avoir voulu nous associer à ce débat. Maître Alphonse Tivembe, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Honoré. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de Global Peace Chain 2021-2023. C'est quoi Global Peace Chain, s'il faut que nos téléspectateurs retiennent quelque chose? En fait, Global Peace Chain est une association internationale. En fait, nous avons le siège au niveau des États-Unis et on a au moins 4 bureaux régionaux, à savoir dans différents pays, dont le Népal, le Pakistan, le Burundi et l'île Maurice. Voilà. Quelle est la vision de Global Peace Chain Bon, en fait, Global Peace Chain, comme je l'ai dit, c'est une association internationale des jeunes. En fait, nous œuvrons avec les Nations Unies pour associer les jeunes donc à la cohésion sociale pour ramener la paix au niveau mondial. Et là, on a un projet de faire signer une pétition pour la paix, en fait. Nos téléspectateurs qui ne comprennent pas bien anglais, c'est quoi en swahili Global Peace Chain? Bon, je peux le dire peut-être en français. Ouais. Global Peace Chain, ça signifie, bon, pour ceux-là qui comprennent l'anglais, ils peuvent facilement traduire. En fait, c'est la chaîne mondiale pour la paix. 2021-2023, c'est bon, quoi en fait, nous avions été comment dire, nommés ambassadeurs de la paix pour l'année 2021-2023. Merci beaucoup, chers téléspectateurs fidèles de la RTNK. C'est avec cette équipe que vous allez suivre cette émission. De maintenant, permettez de débuter le débat avec cette grande équipe. Je dois rappeler que ça va faire 32 ans que Mobutu était au pouvoir. On a donné à Mobutu 32 ans du pouvoir. On a laissé à Laurent Désiré Kabila 3 ans presque. On a donné à son fils Joseph Kabila 18 au pouvoir et actuellement nous avons signé donner encore à Félix Antoine Tshisekedi 5 ans de pouvoir. Mais chaque gouvernement, il y a toujours des vieux là qui rentrent à chaque gouvernement, chaque nomination, il y a encore des vieux là qui rentrent. Là on se demande, mais quelle analyse peut-on faire à cette présence régulière de ce vieux dans le gouvernement? Monsieur Alphonse, quelle analyse vous pouvez faire? Oui, Monsieur Honoré. Bon, en fait, moi je me dis, bon, par rapport au sujet, est-ce que c'est le moment de pouvoir rajeunir, disons, la classe politique? C'est la question que je me pose. Et pour peut-être répondre à cette question, je me dis, je dois avoir, disons, 2 réponses, ou ma réponse pourrait avoir 2 volets. À savoir, bon, je me dis,
rajeunir la classe politique, dans quel sens? Est-ce qu'il faut qu'on rajeunisse la classe politique en y mettant des jeunes, ou il faut rajeunir la classe politique en enlevant les anciens qui ont été là depuis Mobutu et y mettre des nouvelles têtes? Alors moi je me dis, du côté de rajeunir notre classe politique en y mettant des jeunes, nous devons nous demander si la jeunesse est bien préparée pour ça. Est-ce que la jeunesse a été formée pour remplacer les vieux qui sont là depuis longtemps? Si la jeunesse a été bien préparée pour ça, tant mieux. Et si la jeunesse n'a pas été préparée, moi je me dis que c'est le moment. Comme on a toujours dit, vaut mieux tard que jamais. Donc il faut voir comment former le jeune pour pouvoir remplacer les vieux. Peut-être moi je peux beaucoup plus marteler du côté rajeunir la jeunesse, donc rajeunir la classe politique en y mettant de nouvelles têtes et non pas vraiment en y laissant seulement des jeunes. Voilà. Maître Alphonse, en vous suivant, on a l'impression que la jeunesse congolaise n'est pas préparée. Pourtant, vous en faites déjà partie. Je ne sais pas si vous vous moquez de la jeunesse congolaise. Bon, je ne dis pas que la jeunesse n'est pas préparée. Je me dis, c'est pourquoi j'ai posé la question. Je me suis dit, si il faut qu'on puisse rajeunir la classe politique en y mettant des jeunes, nous devons alors nous demander, est-ce que la jeunesse congolaise est préparée pour ça? Et là, c'est une analyse que nous devons tous faire. Alors, je ne dis pas, je ne me moque pas de la jeunesse. Et je ne peux pas dire que la jeunesse n'a pas été préparée à 100%. Mais si vous regardez dans les annales de notre histoire politique, vous allez être d'accord avec moi que la jeunesse n'est pas vraiment préparée. Parce que depuis Mobutu jusqu'à maintenant, bon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une petite amélioration, mais voir les régimes passés, en tout cas, la jeunesse n'était pas associée dans la gestion de la chose publique. Et pour cela, je peux dire que la jeunesse n'est pas effectivement préparée à prendre le pouvoir. Donc, nous devons maintenant en tirer des conséquences et voir comment préparer cette jeunesse. Et c'est pourquoi nous sommes en train de voir comment nous documenter, nous auto-former pour pouvoir remplacer les vieux. Voilà. Merci beaucoup, Maître Alphonse. Mais Monsieur Lunga, croyez-vous réellement que toute la jeunesse congolaise n'est pas préparée ou n'est pas bien formée à prendre certains postes de responsabilité? Merci pour la question qui m'est adressée. Je dois faire une petite rétrospective dans l'histoire de notre pays. Affirmer que la jeunesse n'est pas impliquée dans la gestion du pays n'est pas totalement exact. Pourquoi ce n'est pas totalement exact? Parce que le premier ministre Lumumba, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait à peine 32 ans. Celui qui était le président à l'époque n'était pas non plus trop vieux comme on peut le penser. Il sera succédé par le régime de Mobutu. Mobutu, en arrivant au pouvoir, il avait dans la trentaine. Lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, il avait 29 ans. Et donc, la jeunesse, dans l'histoire de notre pays, et surtout au niveau de la présidence, ceux-là qui peuvent se plaindre les moins, ce sont les jeunes. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que tous ces jeunes qui accèdent à des postes de responsabilité dans l'histoire de notre pays, comme cela a été dit par mon très cher co-débatteur, ont été préparés pour assumer les fonctions qui leur ont été données? Et je pense que la réponse est totalement négative. La jeunesse n'a pas été préparée. Tout d'abord, la démographie de notre pays actuellement nous renseigne qu'à peu près 65% de la population congolaise, ou plus de 65%, a moins de 35 ans. Parce que la jeunesse se définit du point de vue âge, justement, de 0 à 35 ans ou de 18 à 35, 15-35 ans. Mais cette jeunesse, cette armée de la jeunesse que constitue la jeunesse, lorsque nous la cherchons dans les institutions, et là je ne suis pas en train de me contredire, il est vrai que certains jeunes ont accédé à des postes de responsabilité relevés, mais lorsque nous rentrons dans toute l'administration, dans l'appareil de gestion de notre pays, l'on se rend compte que la jeunesse n'est pas totalement impliquée. La majorité d'entre eux sont au chômage
et nombreux n'occupent pas des fonctions les plus relevées au niveau de l'État. Et cet état de cause a incité non seulement la communauté internationale, mais aussi la société civile et tous les acteurs impliqués dans le développement de la RDC à se poser la question de savoir comment cette jeunesse peut être davantage impliquée dans le développement du pays. Je note au passage que cette thématique ne date pas d'aujourd'hui. Elle faisait déjà débat avant les élections de 2018. Et là, il était recommandé que les gens qui seront élus, les responsables qui seront élus aux hautes fonctions dans le pays, devraient être des jeunes. Mais est-ce que cette jeunesse est préparée? Il est vrai qu'il y a des démarches qui sont menées dans le sens de préparer la jeunesse, notamment avec le projet qui consistait à rajeunir l'administration avec la création de l'ENA, l'École nationale de l'administration. C'est une institution qui avait comme objectif de former des jeunes qui vont occuper des fonctions dans les années à venir au sein de l'administration congolaise. Tous ces processus consistait justement à préparer cette jeunesse. Mais monsieur Meilunga, en vous suivant, je ne sais pas, quelles sont les compétences requises pour justifier qu'une jeunesse ou un jeune est suffisamment préparé et capable de prendre une responsabilité? Parce que s'il faut le suivre, parmi les profils, on dit qu'il faut avoir un tel degré, un tel niveau d'études, mais il y en a autant déjà actuellement au Congo. Alors, la compétence de gestion ou de leadership, je mets au défi tous les téléspectateurs qui nous suivent. Le leadership de quelqu'un n'est pas forcément lié au titre académique qu'il peut avoir. C'est-à-dire, il n'est pas opportun d'affirmer que non, si vous avez tel titre académique très relevé, vous serez un bon leader, vous serez quelqu'un qui peut aider la société à avancer. D'autant plus que nous le savons, la jeunesse est instruite, la jeunesse a des diplômes, mais hélas, quel genre de diplôme? La qualité même des diplômes que nous avons au sein de notre pays, au sein de la formation académique de notre pays, ne permet pas d'affirmer que cette jeunesse est préparée pour pouvoir prendre la relève. Je vais être beaucoup plus concret. Actuellement, nous savons que pour accéder à des postes de responsabilité, il faut forcément appartenir à une plateforme politique, il faut concourir aux compétitions. Or, la réalité sociologique de notre pays démontre à suffisance que pour être élu, il faut avoir non seulement les moyens financiers pour se faire élire, il faut être aligné au sein de partis politiques, il faut avoir cette ambition de compétir dans les élections à tous les échelons, alors qu'en même temps nous savons que si la majeure partie de la jeunesse est frappée par le chômage, il va de soi que les moyens financiers leur permettant de pouvoir compétir dans les échéances électorales n'est pas totalement garanti. Deuxièmement, au sein des partis politiques dans notre pays, nous avons suivi les élections, que ce soit celles de 2006, que ce soit les élections de 2011 ou les récentes élections de 2018, très peu de jeunes ont été alignés au sein des partis politiques. Alors qu'en même temps, c'est cette même jeunesse qui est mobilisée pour aller faire des marches, qui est mobilisée pour défendre les intérêts des uns et des autres, qui du reste sont des intérêts égoïstes. Je pense qu'au stade actuel, nous ne pouvons pas affirmer que la jeunesse soit entièrement préparée pour cela. Et la préparation de la jeunesse passe par l'autonomisation politique de la jeunesse. Elle doit avoir une nouvelle vision du pays, elle doit avoir un nouveau rêve, de nouveaux idéaux qu'ils doivent défendre, ils doivent avoir l'expérience dans la gestion au niveau du pays. Deuxièmement, l'autonomisation financière, c'est-à-dire la jeunesse doit avoir la capacité financière de pouvoir battre campagne et de compétir de manière utile au niveau des échéances. Merci. Téléspectateurs fidèles de la RTNK, je rappelle que si vous voulez vous faire inviter dans ce studio, dans cette émission, vous pouvez nous écrire au numéro qui se trouve au bas de votre écran. Je lis le grand message de M. Aganze Chibembe qui devrait être avec nous, mais qui n'est pas avec nous parce qu'il se sentait déjà mal, la santé n'est pas bonne. Nous sommes l'incarnation de cette jeunesse engagée et qui refuse résolument les antivaleurs qui peuplent l'espace politique depuis
3 décennies. Ça, c'est le message de M. Aganze Chibembe qui devrait être avec nous déjà au studio. Nous te saluons de très près, cher M. Aganze Chibembe. Mais, Maître Alphonse, je dois signaler ici que si vous suivez bien, si vous avez bien suivi M. Mailonga, il donnait l'impression que la classe politique actuelle, les personnes qui occupent différents postes de responsabilité ont été bien préparées et suffisamment préparées. Mais s'il faut suivre leurs résultats depuis des années, depuis des décennies, je crois que c'est un résultat médiocre, c'est un bilan médiocre parce qu'ils étaient totalement préparés. La RDC ne serait pas à ce stade. Voilà. Bon, en fait, si j'essaie d'intervenir sur ce que lui a pu avancer comme débat, moi, je pense qu'il a pris aussi des côtés. Il a essayé de naviguer dans la même vague d'idées que moi, en disant que la jeunesse n'a pas été bien préparée. Mais quelque part, il s'est contredit en disant que voir Lumumba et consorts, si nous regardons l'histoire politique du pays, il y a eu les Lumumba, Joseph Kabila et consorts, même Mobutu. Là, quand même, il s'est contredit un tout petit peu. Et moi, je devais dire que la jeunesse n'a pas été bien préparée. Pourquoi elle n'a pas été bien préparée? Voir le parcours de Lumumba. Lumumba, il s'était auto-formé. Il n'était pas préparé. C'est lui-même qui a pu faire des efforts. Il a fourni des efforts pour être ce qu'il a été. Mobutu, mêmement. Et si nous revenons peut-être au régime passé, je ne saurais pas donner tous les détails. Tout le monde sait ce que nous avions vécu. Et donc, moi, je me dis, en tout cas, avec nos autorités, les jeunes ne sont pas vraiment préparés pour le remplacer. Et il y a certains jeunes qui se battent contre vents et marées pour pouvoir prendre, disons, la relève. Et c'est pourquoi il y a ces jeunes qui essayent de s'auto-former. Aujourd'hui, on a plusieurs groupes de jeunes, on a des associations, on a donc par-ci, par-là, il y a des forums de jeunes. Ce sont des jeunes qui essayent de se battre d'eux-mêmes pour pouvoir devenir des responsables dans ces pays. Mais dire que nos vieux nous donnent de l'espace pour les remplacer demain ou après-demain, en tout cas, moi, je suis sceptique et je dois garder ma position. Nous ne sommes pas vraiment préparés. Monsieur Alphonse, je crois que les mêmes professeurs qui sont actuellement au pouvoir, les mêmes professeurs qui ont été au pouvoir, les mêmes professeurs qui seront peut-être demain au pouvoir, ce sont eux qui forment quand même la jeunesse. Parce qu'au sein des institutions publiques, que ce soit à l'université, que ce soit dans plusieurs organisations, dans plusieurs conférences, ce sont eux qui tiennent des conférences, ce sont eux qui donnent cours. Mais je ne sais pas ce que vous remettez en cause leur qualité de formation. Bon, nous voyons, il y a des jeunes qui étudient, bien évidemment, et nous-mêmes nous avions étudié, nous sommes jeunes. Mais il faut voir maintenant les taux de réussite dans les universités ici chez nous aujourd'hui. Et il faut voir ces jeunes qui finissent les études, leur niveau intellectuel. Je ne peux pas critiquer ou je ne peux pas porter des analyses positives ou négatives. Chacun doit analyser de sa manière. Mais il faut voir comment notre ville a maintenant plusieurs universités. Donc les universités pullulent la ville de Bukavu, mais il faut voir maintenant la formation de ces jeunes qui quittent les universités. Moi, en tout cas, à mon sens, les jeunes ne sont pas vraiment formés. Ne sont pas vraiment formés dans les universités. Oui, nous avons des bons professeurs. Il y a des professeurs d'université qui donnent des bonnes leçons. Mais ce n'est pas à eux maintenant de pouvoir forcer ces jeunes à devenir des jeunes formés. Il peut être là, il va dispenser son cours, il va faire de son mieux. Mais si les jeunes qui sont en train de les suivre, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas la capacité de pouvoir comprendre, ce n'est pas la faute à l'enseignant. N'est-ce pas? Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas vraiment m'inscrire en faux contre le professeur qui enseigne. Ils peuvent être là, ils ont la bonne volonté, parce que quand ils enseignent, déjà, c'est une bonne volonté de pouvoir transmettre cette connaissance qu'ils ont ou qu'ils ont reçue au travers les jeunes pour que demain, eux aussi, ils deviennent des professeurs, pourquoi pas.
Mais si ces jeunes ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas de capacités, en tout cas, moi, je ne sais pas quoi dire. Là, ça serait me pousser à dire ce que je ne veux pas dire, mon frère. Monsieur Aimé Lunga, je dois rappeler ici que ça va faire très longtemps qu'une grande partie de la jeunesse congolaise finit déjà leurs études. Il y a déjà dans la ville de Bukavu, il y a déjà plusieurs intellectuels, il y a déjà une pléthore des universités, comme le disait Maître Alphonse. Mais finalement, après leurs études, chaque offre qu'ils vont lire, sur la fiche, il faut avoir 5 ans d'expérience, 7 ans ou 10 ans. Croyez-vous que finalement, les jeunes doivent continuer à croire ou à compter sur l'expérience, ou ils doivent déjà exploiter leur esprit d'initiative ou de créativité? Merci pour la question, mais avant d'y répondre, j'aimerais revenir sur ce que mon co-débatteur a dit. Je n'aimerais pas que mes propos soient pris de travers. En fait, je n'ai pas affirmé que la jeunesse était préparée pour accéder au pouvoir. J'ai tout simplement répondu à la question de savoir y a-t-il des jeunes qui accèdent au pouvoir. Et en disant que Lumumba, Mobutu et même l'ancien président Joseph Kabila sont arrivés au pouvoir étant jeunes, je voulais tout simplement dire que la jeunesse, une partie de la jeunesse, certains jeunes, arrivent quand même à sortir du lot et à accéder à des postes de responsabilité très relevés dans notre pays. Mais ces mêmes jeunes, là c'est toute une autre question et un autre débat, ces mêmes jeunes ont-ils été préparés pour occuper ces fonctions et les assumer de la manière qui convient? La réponse, nous la savons tous, elle est totalement négative. Les peu de jeunes qui ont accédé à de hautes fonctions, y compris la présidence, nous connaissons tous l'histoire de notre pays, n'ont pas été suffisamment préparés pour occuper ces fonctions. Doit-on par là condamner notre système éducatif? Je réponds par oui. Le système éducatif congolais et toutes les analyses qui ont été menées dans le sens de critiquer le système éducatif congolais, tous les analystes sont d'avis actuellement que tout mérite d'être réformé dans notre système éducatif. Tout mérite d'être réformé. Pourquoi? Parce que la matière qui est dispensée, d'une part, elle ne correspond pas à la réalité locale de notre pays et elle ne permet de répondre à aucun besoin réel que ressent la population congolaise. Vous aurez des diplômés et quelqu'un les appelle nos universités de boutiques de l'ignorance. L'on fait passer aux gens beaucoup de temps à l'école, non pas pour les former, pour qu'ils transforment la société, mais pour les informer sur des réalités qui n'ont rien à voir avec des connaissances qui deviennent inutiles et inutilisables pour les apprenants. C'est ça le mal de notre système éducatif. Et si nous pensons que nous pouvons développer notre société en nous basant sur ces systèmes, je suis désolé, mais je pense qu'il ne va pas fonctionner et nous en avons encore pour longtemps. Alors, ces jeunes qui se battent pour accéder à des fonctions et qui rencontrent de l'opposition de la part des personnes plus âgées qui y sont et qui ambitionnent d'y rester, que devraient-ils faire? Je cite Nicolas Machiavelli dans Le Prince, il disait: le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir il s'arrache. La jeunesse ambitionne d'occuper des postes de responsabilité, la jeunesse ambitionne d'accéder au pouvoir, il doit arracher. La jeunesse, elle doit arracher ce pouvoir. Et donc, ils ne doivent pas s'attendre à un cadeau sur des roulettes que les vieux leur dérouleront comme à de petits enfants. Le pouvoir, il s'arrache. Mais monsieur, et je tiens à encourager au passage ces jeunes qui se battent comme des vaillants, comme des titans pour pouvoir se positionner dans la vie. Nous devons les encourager. Et ceux-là qui traînent les pas en croyant que non, quelque chose leur sera offert gratuitement, ils n'ont qu'à se désillusionner, cela n'arrivera jamais. Mais monsieur Melunga, on vous attendait à dire que le pouvoir s'arrache. Déjà actuellement, on dit qu'il y a une grande partie de la jeunesse congolaise qui a intégré les groupes armés, les milices, et qui forment déjà une rébellion. Est-ce que c'est ça la meilleure façon d'arracher le pouvoir ou... Alors là, vous appelez la jeunesse à la rébellion? C'était notre débat.
Se positionner, oui, mais de quelle manière on se positionne? Parce qu'en intégrant les groupes armés, ce n'est pas la lutte de la jeunesse qui est mise en avant, mais c'est la lutte des tireurs de ficelles qui entraîne cette jeunesse dans les groupes armés, et la lutte qui est menée là n'est pas la lutte de la jeunesse. C'est pourquoi je reviens à mes propos que j'ai cités ici. Nous devons autonomiser la jeunesse avant de pouvoir la responsabiliser. Et autonomiser la jeunesse commence par la pensée. La jeunesse doit avoir une vision claire de ce qu'elle veut du Congo qu'il rêve. La jeunesse doit avoir une vision claire. La jeunesse doit s'autonomiser politiquement. Vous intégrez un parti politique, dans tous les partis politiques de notre pays, c'est le système de président fondateur, d'autorité morale. Et même si vous y arrivez, vous êtes jeune, vous êtes censé marcher selon la logique, la ligne de conduite qui a été tracée par les fondateurs du parti. Et pour que la jeunesse arrive à sortir du lot, elle doit s'autonomiser sur les plans politiques en créant par exemple un parti politique propre aux jeunes qui va promouvoir les valeurs, les intérêts, la vision de la jeunesse. La jeunesse doit s'autonomiser aussi sur les plans économiques. La lutte politique telle que je l'ai signalé, les pouvoirs s'arrachent. La lutte politique mérite des moyens financiers, et c'est là la jeunesse doit en avoir forcément. Merci beaucoup, Maître Alphonse, je dois dire ici. Je peux peut-être intervenir par rapport à ce qu'il a dit, mon co-débatteur, pour ce qui est de la lutte de la jeunesse. Je vois que il a la même idée que moi. Comme je le disais, nous ne sommes pas suffisamment préparés par nos autorités pour les remplacer demain ou après-demain. Et quand il parle de la politique, il faut voir. En tout cas, les jeunes sont pris en otage par les vieux. Si vous le voyez, tous les jeunes qui sont dans des partis politiques, ils ne sont là que pour acclamer et accompagner ces vieux-là avec des drapeaux. Et après, on va leur donner des petits 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Donc, les jeunes doivent se battre. Ils doivent faire en sorte qu'ils soient bien préparés pour arracher maintenant les pouvoirs. Comme il a si bien dit, en tout cas, le pouvoir ne se cède jamais. Le pouvoir s'arrache. Donc les jeunes doivent faire en sorte qu'ils puissent arracher maintenant cette autonomisation et diriger demain. Mais Maître Alphonse, je dois aussi dire qu'actuellement il y a une pléthore de partis politiques, il y a déjà une prolifération de partis politiques en RDC. Et la jeunesse, à grande partie, constitue les membres ou les militaires de ces grands partis politiques. Mais nous observons, quand il faut nommer des mandataires, quand il faut nommer des ministres, quand il faut nommer tel ou tel autre, la jeunesse n'a pas sa place. La jeunesse trouve sa place que s'il faut aller atteindre une autorité morale, s'il faut aller applaudir, s'il faut aller aux médias et dire n'importe quoi, la jeunesse trouve sa place. Croyez-vous que réellement la jeunesse doit-il compter à ces nouveaux partis politiques, disons, à des partis politiques qui ne contribuent pas à leur promotion, où il faut une autre vision, une autre philosophie pour voir comment la jeunesse congolaise peut compétir aussi? Bon, moi je me dis que les jeunes doivent plutôt faire en sorte qu'ils puissent imposer leurs idées. Ok? Vous êtes dans un parti politique, cherchez un parti, je peux dire un parti jeune, un parti dirigé par des jeunes, et essayez de vous imposer en tant que jeune pour qu'on puisse sentir que là, il y a des jeunes qui se défendent, et non pas rentrer dans des partis politiques pour dire voilà, je rentre dans un parti d'une telle autorité morale et c'est un vieux loup, et lui il est là, vous l'applaudissez, et lui il vous donne de l'argent, des petites miettes, 1000 francs, 2000 francs, et vous l'accompagnez, vous êtes toujours derrière lui. Non, les jeunes ne doivent plus accepter d'être des marchepieds pour ces vieux-là. Ils doivent faire en sorte que, bon, il y a des partis jeunes. Il faut peut-être voir des partis jeunes où il y a des jeunes qui dirigent. Et peut-être dans de tels partis, ils peuvent bien combiner les idées et voir comment avancer. Et non pas rester dans des partis qui n'ont pas des vraies idéologies. Ce sont juste des idéologies qui tournent autour de leur autorité morale. Quand lui il dit ça, ils doivent tous couper les chines. Ils se disent non, c'est les boss qui a dit non, c'est pas ça.
Oui, c'est Maître, un peu Maître Alphonse, mon intervention. si vous regardez bien actuellement les partis politiques, c'est comme une affaire. Copiamutu, c'est comme une affaire. Et que si on crée un parti politique, c'est comme un bien privé à quelqu'un. Un bien privé à quelqu'un, il doit tracer ses lignes de conduite, il doit tracer sa façon de faire, sa façon de vivre, et même sa façon de déléguer les personnes. Et quand vous venez comme jeune, est-ce que vous arrivez à vous poser quelle est votre contribution? Quelle est ma contribution dans ces partis politiques? Parce que quand on parle de partis politiques, c'est une question d'intérêt. Et on voit d'abord l'intérêt sur le plan économique ou sur le plan populaire. On se demande, mais réellement, est-ce que vous parvenez à cotiser financièrement ou vous parvenez, ou vous êtes influent au niveau de la population? Parce que ce sont des désintérêts qu'atteint un politicien. Savoir que lors des élections, vous pouvez l'aider à passer avec votre base, vous pouvez le prêter votre base, ou savoir quand le bureau a un problème, quand il n'y a pas d'imprimante au bureau, vous êtes en mesure de payer les cartouches ou payer une nouvelle imprimante. Oui, voilà, comme je l'ai si bien dit, en fait, euh, il appartient aux jeunes de pouvoir sortir de cet otage-là. Ils sont pris en otage par ces vieux. Quand vous rentrez dans un parti qui date de très longtemps, et c'est un vieux qui est là, c'est lui qui est dit, donc celui qui s'est fait passer comme l'autorité morale, c'est lui qui donne toutes les directives. Et là, vous êtes toujours pris en otage. Donc les jeunes qui se disent jeunes leaders, qui veulent devenir des bons dirigeants de ces pays demain, ils doivent sortir de ces otages-là. Et pour sortir de ces otages-là, ils doivent se réunir. Donc ils doivent faire en sorte qu'ils soient unis entre eux en tant que jeunes et s'imposer devant ces vieux-là. Parce que s'ils ne s'imposent pas, écoutez, on va rester comme ça et nous continuerons à pleurnicher. Nous continuerons à pleurnicher en tant que jeunes si nous ne voulons pas nous unir et nous imposer. Même si Aimé Lunga, si vous regardez très bien, lorsqu'un jeune postule, la jeunesse est la première à lui combattre un poste. Si vous regardez bien, lorsqu'on nomme un jeune comme ministre, une grande partie de la jeunesse n'est pas contente parce qu'on a nommé un jeune. Lorsqu'un jeune occupe une fonction ou disons un poste de responsabilité, une grande partie de la jeunesse n'est pas aussi contente. Mais également lorsqu'il y a une innovation de la jeunesse, lorsqu'un jeune a innové quelque chose, beaucoup de ces jeunes ne la prennent pas sérieusement. C'est quoi le problème parmi les jeunes? Alors, pour moi, le nœud du débat n'est pas totalement situé au niveau de dire est-ce que les jeunes arrivent à se positionner dans des partis politiques, est-ce que les jeunes arrivent à accéder à des postes de responsabilité, mais est-ce que cette jeunesse peut réussir la rupture nécessaire entre la manière de faire de l'ancienne génération et la manière de faire que cette jeunesse veut promouvoir. Parce qu'en réalité, moi, je ne comprends pas la jeunesse, surtout au niveau de notre pays, au niveau de l'âge. Je ne considère pas la jeunesse au niveau de l'âge, mais je considère la jeunesse plutôt comme une nouvelle manière de penser. Une manière de penser qui est totalement différente, une manière d'agir qui est totalement différente de celle que nous avons connue dans le passé. C'est ça la jeunesse. La jeunesse du mode d'agir au sein de notre pays. Et là, je suis en train de paraphraser Khalil Gibran qui disait que la jeunesse, c'est beaucoup plus un état d'esprit. Et je pense que cet état d'esprit n'est pas totalement ancré dans la grande majorité de nous, jeunesse. Il a évoqué une notion très importante pour que la jeunesse arrive à rafler des voix au niveau des élections. Elle doit constituer une masse critique, c'est-à-dire une armée de gens capables de faire bouger les lignes parce qu'il y en a qui ont une manière d'agir ancienne qui repose sur les visions des autorités morales, les manières d'agir telles qu'elles ont été pratiquées dans le parti politique. Les partis politiques qui sont presque une affaire de famille, c'est le père qui a créé le parti politique et dès qu'il décède ou dès qu'il n'est plus là, c'est le fils qui prend la relève, quand bien même il n'a pas les compétences nécessaires pour diriger les partis. Parler de jeunesse, c'est parler d'une nouvelle manière d'agir. Et c'est cette nouvelle manière d'agir qui doit commencer au-dedans de chaque jeune qui ambitionne d'occuper de hautes fonctions au sein de notre pays. Parce que la bonne gouvernance
elle n'est pas à rechercher au niveau des institutions. La bonne gouvernance commence dans la gouvernance de la vie individuelle de tout un chacun. La capacité des gens à respecter les temps, la capacité des gens à respecter leurs engagements, la capacité des gens à entreprendre quelque chose et à l'amener au bout, quoi qu'ils soient confrontés à des difficultés. Parce que l'avenir de notre pays tel que nous pouvons l'imaginer sera toujours parsemé de beaucoup d'ambitions. Et il faut une jeunesse vraiment solide pour pouvoir mener cette lutte. Monsieur Aimé Ilunga, si vous regardez bien, cette question était revenue à table à l'époque où le gouverneur était en train de voir comment il va nommer les ministres, il va nommer les différents mandataires des partis politiques. Oui. Mais au départ, le gouverneur a fini par comprendre qu'il fallait mettre les jeunes dans son gouvernement. Mais finalement, on se retrouve, s'il faut évaluer objectivement l'actuel gouvernement provincial, et c'est pleinement rempli de jeunes. D'ailleurs, il n'y a que deux vieux, les ministres de l'Intérieur et je crois que quelqu'un d'autre. Mais quel est le bilan de cette jeunesse-là? Croyez-vous que le problème réside au niveau de la jeunesse ou au niveau des personnes aux partis politiques ayant les mandats à pouvoir déléguer? Voilà, oui, notre réalité se cache derrière ces mandats. Vous êtes en train de me rejoindre dans la compréhension du vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas de nommer des gens qui ont moins de 35 ans, moins de 40 ans et dire que nous avons rajeuni la classe politique. Les problèmes ne se situent pas à ce niveau parce que si ces mêmes jeunes ont le même modus operandi, les mêmes modes opératoires que l'ancienne génération, elle va accéder à des postes de responsabilité, mais le changement tant entendu ne viendra jamais. C'est pourquoi j'ai introduit la notion de la jeunesse dans la rupture avec les manières d'agir. Et pour arriver à cette rupture, il faut que cette jeunesse soit préparée. Il est vrai que dans le gouvernement provincial, nous avons des ministres qui ont une tranche d'âge totalement acceptable au titre de jeunes lorsque nous prenons la jeunesse comme âge. Mais est-ce que ces mêmes personnes ont intégré la dimension de rupture avec les procédures d'agir qui sont nécessaires pour qu'elles infusent une nouvelle manière d'agir dans le gouvernement? Et c'est vous qui avez conclu et qui avez répondu à cette question. Le changement n'a pas suivi. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes n'ont pas eu la préparation nécessaire pour pouvoir infuser les ruptures dont le pays a besoin. Donc le vrai problème, ce sont les ruptures que la jeunesse doit porter, et ce sont ces ruptures que nous n'avons pas réussi à amener parce que les gens que nous promeuvons et qui sont jeunes n'ont pas reçu la préparation nécessaire. C'est ça le nez du problème. Maître Alphonse, aujourd'hui, la qualité des services étatiques, disons, des divisions provinciales, des différents autres services, semble être beaucoup plus négligeable. Et pour certains disent que c'est parce que la plupart de ces services sont totalement pleins par de vieux qui ont déjà dépassé l'âge de retraite et qui n'ont plus certaines capacités de pouvoir rendre le travail un peu impeccable. Que pouvons-nous retenir de la présence continue de ces personnes-là qui ont déjà dépassé l'âge de retraite et qui ne peuvent plus servir au service que la nation a beaucoup plus besoin, la qualité du service que la nation a beaucoup plus besoin? Quoi doit-on retenir de leur présence? Bon, en fait, ce que je peux dire d'abord, il y a un adage qui dit que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, si vous regardez dans différentes divisions ou différents services d'État au niveau provincial, c'est vrai qu'il y a des vieux, qui sont encore là. C'est peut-être par expérience pour certains. Et si vous regardez des jeunes qu'il y a là-bas, c'est vraiment un constat amer de voir que les jeunes qui sont dans différents services là, il faut qu'ils soient fils des, amis à la famille des. C'est ça le problème. En fait, on ne donne pas l'occasion ou l'opportunité à ces jeunes compétents de pouvoir faire les choses. Pour avoir, ce que je me dis, peut-être pour avoir un poste, il faut que tu sois recommandé par quelqu'un. Il faut que tu sois de la famille de quelqu'un pour que tu puisses avoir un poste. Pendant qu'il y a des jeunes compétents qui sont vraiment prêts à faire ces services-là, mais malheureusement, ils n'ont pas l'occasion de pouvoir avoir ces postes-là parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il n'a pas... Donc, il n'a aucun intérêt avec telle ou telle personne pour qu'il puisse accéder à ces postes-là. Et c'est ça le mal
pas seulement de la province, mais le mal du pays en entier. En tout cas, si vous regardez la plupart des jeunes qui occupent certaines fonctions, ils sont là parce qu'ils ont été recommandés. C'est quelqu'un qui a dit non, mettez-moi tel. Il faut que ce soit quelqu'un de ma famille, des histoires pareilles. Et pourtant, avec de tels systèmes, le pays ne peut jamais avancer. C'est pourquoi vous voyez, il y a ces vieux qui sont là depuis longtemps. Les vieux te disent, je ne peux pas lâcher mon poste parce que je ne vois pas personne qui puisse me remplacer. Et si peut-être lui, il veut maintenant céder ces postes-là, il dit non, c'est mon fils qui va me remplacer. Peut-être que lui s'est dit non, mon fils voit tout ce que je fais, il peut avoir une idée de ce que je fais là-bas, donc c'est lui qui puisse me remplacer et pas quelqu'un d'autre. Et le problème aussi qu'il y a est que certains de ces vieux-là, ils sont devenus comme des petits rois dans des royaumes. Il s'est dit, moi je ne peux pas lâcher ces postes si ce n'est pas mon fils qui va me remplacer. Donc il y a un problème sérieux dans ces pays. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, en tout cas, ça ne doit pas venir seulement de la tête, dire non, il faut changer les présidents ou il faut changer les institutions. Non, il faut commencer par... donc ne cherchez pas à pouvoir résoudre ces problèmes par juste des petits trucs qui sont superfétatoires. Non, il faut plutôt aller dans les forts fonds du problème là. Il faut savoir c'est quoi la cause. Il faut savoir la cause pour pouvoir éradiquer quelque chose. Et donc, ce n'est pas dire non, le président qui est là, il faut qu'il sorte. Non, lui, il est là, c'est un jeune, bien évidemment. Il a pu nommer quelques jeunes dans son gouvernement. Mais il faut voir, un ministre peut être ministre, mais dans des divisions ou dans le ministère, il y a des matriculés qui ont des années et qui ne veulent pas lâcher. Donc il faut attaquer la cause mais maître, et non pas les conséquences. Une certaine partie de la jeunesse congolaise se dit que si la jeunesse est dans cette situation, c'est parce que la jeunesse congolaise n'a pas de repères. Croyez-vous que vraiment vous n'avez pas de repères en tant que jeune? En tout cas, je m'inscris en faux à cette idée-là. Les jeunes ont des repères. Mais pas tous les jeunes. C'est comme je l'ai dit au départ, il y a certains jeunes qui essaient de faire de leur mieux pour s'auto-former. Et il y a d'autres qui sont là, ils attendent, bon, parce qu'ils se disent que j'ai un cousin ou j'ai mon père, j'ai mon oncle qui est au pouvoir, il va facilement me donner de l'emploi. Et il y a ces jeunes qui sont là, qui se préparent eux-mêmes, qui s'auto-forment, ils se disent, nous devons diriger nous autres. Alors, pour que ces jeunes-là puissent avoir peut-être le pouvoir, il faudra maintenant qu'ils arrachent ces pouvoirs-là. C'est pourquoi je me suis dit, les jeunes doivent se battre. Ils doivent se battre pour diriger demain. Maître, je crois que vous partez dans le même sens d'idée que votre co-débatteur Aimé Ilunga, où il dit que la jeunesse doit totalement se battre et arracher le pouvoir. Là, moi, je me demande quels sont les mécanismes stratégiques, quelles sont les stratégies possibles pour que la jeunesse arrive à arracher le pouvoir. Je dois signaler ici que dans la province, pas seulement dans la province, mais en RDC, actuellement, il y a déjà, chaque jour, il y a déjà une naissance d'au moins 5 à 10 organisations, des jeunes qui naissent, des mouvements citoyens qui naissent. Mais pourquoi la jeunesse congolaise n'arrive pas à s'unir ensemble et former une masse populaire afin de faire voter les jeunes et imposer le pouvoir, que ce soit au niveau de leur volonté, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau du Sénat, voire même au gouvernement? Pourquoi cela n'arrive? Peut-être du côté aussi des jeunes, il y a un petit problème, comme tu viens de le dire ici. Certains jeunes qui ont peut-être ces potentialités-là, ils ne sont pas vraiment, ils n'essaient pas de constituer par exemple un seul mouvement. Tout le monde veut créer son propre truc. Et c'est ça le problème aussi que nous avons, nous, en tant que les jeunes de ces pays. Vous allez voir, c'est pourquoi je vous dis, il y a plusieurs mouvements. Et pourtant, quand les forces se sont dispersées comme ça, on ne peut plus vraiment faire quelque chose de consistant. Les jeunes doivent se réunir peut-être en un seul mouvement ou deux mouvements et faire bouger les choses. Comme maintenant aujourd'hui en ville, si vous prenez juste la ville de Bukavu, il y a plusieurs ASBL.
Il y a plusieurs mouvements de jeunes. Mais quel impact sur terrain alors? C'est ça le problème. Donc chacun veut évoluer en solo et c'est ce qui constitue la faiblesse de la jeunesse aujourd'hui. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à revendiquer ou à avoir quelque chose, c'est parce qu'ils ne sont pas unis. Si les jeunes se mettaient ensemble, en tout cas, les vieux ne pourront pas résister. Mais monsieur Meilunga, la jeunesse congolaise a actuellement au moins une crème scientifique qui peut être suffisamment considérée, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, même au niveau international, la jeunesse congolaise est suffisamment représentée sur le plan scientifique. Mais pourquoi on doit continuer à les rappeler scientifiques et ils ont des difficultés à pouvoir apporter au moins des solutions durables à certains problèmes de base qui n'arrivent pas à les unir? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été avancé comme argument par mon co-débatteur. Le nez du problème est que la jeunesse n'arrive pas à s'unir. Elle est censée avoir une lutte commune, mais au bout du compte, comme on le dit à la société civile ici en province, donc s'il y a un problème donné qui touche à la vie de la société, c'est chaque organisation qui se met dans son coin, élabore son projet dans son coin, qui veut avoir un financement dans son coin et pour lesquels la mise en œuvre ne sera pas palpable sur terrain. Ce problème, il est général. Et c'est le piège dans lequel la jeunesse est tombée. La jeunesse, elle est pauvre, pour la manipuler, il faut lui donner de l'argent. Ce mode opératoire, il est bien connu. Et la jeunesse, elle tombe facilement dans le panneau avec cette stratégie. Tous les jeunes qui créent des organisations par-ci, par-là, là aussi, il n'est pas évident qu'ils le font pour l'intérêt, entre guillemets, collectif ou de la population, bien que c'est un concept qui est actuellement utilisé par tout le monde. Qui est actuellement utilisé à tort et à travers l'intérêt de tout le monde, l'intérêt de la jeunesse, l'intérêt de la population. C'est des concepts que la plupart des gens, y compris les manipulateurs, utilisent pour des fins personnelles et égoïstes. Mais et c'est tout ça le problème. Monsieur Meilung, actuellement... Cette lutte, si elle n'arrive pas à aboutir, c'est parce que celle-là qui l'amène ne l'amène pas pour l'intérêt au vrai sens du terme de toute la société, mais il l'amène pour l'intérêt personnel déguisé en une lutte commune. Et c'est tout ça le vrai problème. Monsieur Meilung, actuellement, au moins 90% des diplômés, 90% des universitaires qui finissent automatiquement leurs universités ont à l'esprit l'idée d'abord de créer une ASBL, l'idée de créer un mouvement citoyen. Pourquoi cela? Pourquoi on doit toujours continuer à croire qu'il faut avoir un financement étranger pour se développer? Ah non, il semble que là ça paye, c'est la raison simple. Il semble que ça paye, c'est tout. Donc ce n'est pas à chercher ailleurs. Donc, ils ont besoin du travail, ils ne peuvent pas en trouver, ils cherchent des mécanismes pour en créer. Et le mécanisme le plus qui semble marcher actuellement, c'est le monde des ASBL. C'est pourquoi tout le monde crée des ASBL. Mais et ces ASBL ont comme vocation de défendre, entre guillemets, l'intérêt collectif. Mais je le répète, ce n'est pas l'intérêt collectif qui est au centre de toutes ces organisations qui pullulent dans la ville. C'est l'intérêt individuel déguisé en intérêt collectif. Donc dans un espoir ASBL, vous retrouvez que moi je peux s'y intégrer, voir si je peux trouver mon compte. Le jeune espoir, tel que pour ceux qui connaissent l'organisation, ne fonctionne pas comme toutes les autres organisations. Si vous en doutez, c'est depuis 2017, nous n'avons jamais reçu même un seul franc de qui que ce soit. Et je mets au défi tous les téléspectateurs qui nous suivent, toutes les personnes ou les bailleurs qui pensent avoir un jour contribué pour l'avancement des jeunes espoirs, ils n'ont qu'à venir dire que j'ai menti. Jeune Espoir ne fonctionne pas comme toutes les autres. Merci, monsieur Maître Alphonse, si vous regardez bien. La jeunesse congolaise est restée tellement plaintive dans le sens où à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'il y a quelque chose à tenir pour l'avancement de la population, ils se disent non, nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas de moyens économiques à pouvoir contribuer, nous sommes incapables sur le plan financier, c'est pourquoi les vieux nous manipulent. Mais à qui profitent réellement les plaintes des jeunes? Bon, dire que les jeunes sont plaintifs ou leur incapacité économique, à qui ça profite? Est-ce que croyez-vous que les vieux des partis politiques ont besoin de leurs plaintes, ont besoin de leur pauvreté économique? Ou c'est d'ailleurs au contraire, en tout cas, les jeunes, s'ils ne veulent pas, se prendre en charge, ils resteront plaintifs. S'ils sont plaintifs,
En tout cas, c'est leur problème. Les jeunes doivent se libérer de ces otages-là des vieux politiciens, comme je l'ai dit au début. Rester plaintif, ça ne va rien changer. Ils doivent s'élever, s'unir comme un seul homme et se battre. Les jeunes, rester plaintifs, pourquoi? Quand vous parlez de se battre, est-ce que vous faites allusion à l'entrepreneuriat ou une autre forme? Oui, il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines de la vie. Ils ne peuvent pas dire, bon, par exemple, s'ils ne trouvent pas de l'emploi, ils vont directement créer des ASBL. Ce n'est pas dans les ASBL où ils vont se retrouver. Bon, aujourd'hui, on sait que pour bien évoluer dans une ASBL, il faut avoir un financement quelconque. Alors, si vous restez sans financement, est-ce que vous vous êtes retrouvé en créant cet ASBL-là? La réponse est non. Donc, je me dis, ce n'est pas seulement dans les ASBL où les jeunes peuvent se retrouver. Ils peuvent entreprendre. Il y a plusieurs domaines de la vie. En tout cas, disons, le site Kivu est encore vide dans le domaine de l'entrepreneuriat. On ne doit pas tous rester attendre qu'on puisse nous embaucher quelque part. Il faut créer. Nous devons être créatifs. Maître, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez, que ce soit au niveau de la jeunesse ou au niveau du gouvernement provincial? Pistes de solutions de manière concrète et en fait. Pistes de solutions dans quel sens? Pour que les jeunes soient... Bon, je ne comprends pas très bien la question. Nous avons aussi parlé... Par rapport au sujet. Par rapport au sujet, effectivement. Nous avons parlé du rajeunissement de la classe politique. Oui, en tout cas, moi je me dis, il faudra d'abord que les jeunes se prennent d'abord en charge. Se prendre en charge comment? Ils doivent premièrement s'unir et non pas que chacun aille de son côté. Quand ils s'unissent, ils vont constituer une force et cette force-là sera redoutable et ils vont percer jusqu'au bout. Donc il faut que les jeunes s'unissent. Il faut qu'ils ne puissent plus compter sur le parti politique par exemple. Parce qu'aujourd'hui la plupart des jeunes se disent non, pour se retrouver dans la vie, il faut que nous fassions la politique. Et pourtant, quand ils entrent en politique, ils rentrent dans des différents partis politiques. Ils deviennent de marchepieds des vieux politiciens. Merci, Maître Alphonse. Mais Aimé Ilunga, quelle est votre conclusion par rapport aux propositions, pistes de solutions à ce sujet? Ma conclusion est que la jeunesse ne doit pas confondre fin et moyen. Si la jeunesse veut se retrouver dans la vie, ils peuvent adhérer dans des partis politiques, il y en a qui s'y retrouvent. Ça, ce n'est pas à cacher. Certains jeunes se retrouvent. Et même ici, en province, on le sait. La plupart des gens qui se retrouvent, c'est parce qu'ils adhèrent à des partis politiques. Ça, c'est le moyen, si on veut accéder. Mais quelle est la finalité de tout ça? Quelle est la lutte de la jeunesse? Pour atteindre cette lutte, comme le disait mon co-débatteur, il a totalement raison, la jeunesse doit s'unir. Arrêtons avec ces histoires à Mamusumba. Tu vois, c'est tout ce qui tue la jeunesse. Et au bout du compte, elle devient méprisable par, et ce soit les organisations internationales, et ce soit par les politiciens, et ce soit par ceux-là qui pensaient que la jeunesse pouvait quand même sauver le pays. Elle devient totalement méprisable. Donc nous devons nous unir nos forces, nous autonomiser politiquement, arrêter de dépendre avec des idéologies qui ne nous font pas avancer. Arrêtez de courir derrière des petits intérêts éphémères qui ne font pas avancer la jeunesse. Merci, Aimé Ilunga. Aura un avenir meilleur. Merci beaucoup, Aimé Ilunga. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Je vous rappelle que c'est votre émission Jeunes Débatteurs qui nous revient aujourd'hui, qui vous revient chaque samedi à ce pareil instant. Je rappelle le sujet qu'aujourd'hui on était en train de parler sur le rajeunissement de la classe politique. Est-il une nécessité pour le développement durable de la RDC? Et avec ces analystes et avec ces invités, nous avons eu à vous présenter les compendiums de ce sujet. Cette émission vous est présentée par Honoré Yumani Neshombo, à l'absence de M. Kondoli Mouchiza que nous saluons. Il a connu la participation de Maître Alphonse Chibembe. Maître, merci beaucoup d'avoir venu dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Il a connu aussi la participation de M. Aimé Ilunga de Jeune Espoir. M. Aimé Ilunga, merci beaucoup
d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs les journalistes, et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons terme à cette émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez vous faire inviter dans ce studio ou participer à cette émission, vous pouvez nous écrire au numéro au bas de votre écran et facilement nous pouvons vous contacter et vous inviter au prochain débat. Téléspectateurs, merci de rester fidèles à la RTNK et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.